nous avons l'introduction au réseau de neurones. C'est là que vraiment, comment dire, les vraies choses commencent. Alors, les réseaux de neurones, ou bien neuronal network, c'est un peu comme représenté comme vous voyez sur l'image qui est à droite. Nous avons input, ça on connaît déjà. On a notre modèle comme vous voyez tantôt tout à l'heure. Il y avait input, on avait notre modèle, ensuite on avait le output. Là, c'est un perceptron. Un perceptron, généralement, c'est juste un élément d'un réseau de neurones qui a un input, qui a un ensemble d'inputs et envoie un output. Par exemple, là, c'est avec le bleu ici, vous voyez là plusieurs inputs et ensuite là, le output ici. C'est un perceptron. Donc, un réseau de neurones, c'est un ensemble de perceptrons. C'est un peu comme on va dire un réseau de neurones dans notre corps humain, c'est un ensemble de neurones, quoi, qui sont interconnectés entre eux. C'est ça le but. Donc, tout à l'heure, jusqu'ici, on a travaillé juste avec un neurone. On va voir maintenant comment interconnecter plusieurs neurones pour avoir un réseau. Donc, le neural network, là, c'est le perceptron. Donc, tout à l'heure, dans les pages précédentes, je vais essayer d'aller très rapidement derrière. On avait notre modèle comme ceci. Il prenait des éléments en entrée et renvoyait un élément en sortie. Je pense que c'est plus explicite avec cette image ici. Maintenant, ce modèle, avant on disait que c'était une boîte noire, on ne sait pas trop comment il marche. Dans le but maintenant, c'était de voir en fait quels sont les éléments qui sont à l'intérieur. Et les éléments, justement, c'est ceci. Nos inputs qu'on avait tout à l'heure, c'est ça qui est représenté par x0, x1 jusqu'à xn. Tout à l'heure, c'était input 0, input 1 jusqu'à input n. Ensuite, nous avons les poids, W0, W1, Wn. Nous avons le biais et nous avons la fonction d'activation. Tout à l'heure, vous vous rappelez, lorsque j'ai dit que lorsque le modèle fait la prédiction, on fait la comparaison avec entre la réponse qu'il a donnée et la réponse qu'on attendait, on calcule la différence et on fait le feedback au modèle pour que le modèle se corrige. En fait, le modèle se corrige, c'est juste de changer ces poids-ci. Changer W0, W1 et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, il va essayer de changer les poids là, d'ajouter plus ou moins des valeurs, diminuer, ajouter, jusqu'à ce qu'il va tomber sur des poids qui donnent un résultat qui est à peu près correct. Donc, il va jouer avec les valeurs-ci. C'est pour ça que généralement, lorsqu'on dit qu'on entraîne un modèle, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de calculer W0, W1, Wn pour chaque layer, pour chaque neurone. Et après, on va juste sauvegarder les poids là. Donc, lorsque quelqu'un te dit, OK, voilà le fichier de sauvegarde de mon modèle, c'est juste un fichier dans lequel il a sauvegardé tous ces poids-ci avec peut-être d'autres informations. Mais l'information la plus pertinente, c'est le poids. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte qu'avec le poids là, c'est juste une fonction f qui est définie de base. Donc, il n'y a rien à changer là. Là, c'est un biais, c'est également un poids qui est donné. Donc, si je sauvegarde tous ces poids-ci, je donne ça à quelqu'un lambda, il est capable d'avoir le même modèle que moi. Pourquoi? Parce qu'il aura les mêmes données. Donc, c'est un peu comme si on avait une fonction f de x qui est égale à 2x plus 3. Le 2 qui est devant là, c'est le poids en fait. Avec plus 3 également. Donc, ça dit que ça donne avec un 2 et 3, en sachant qu'il dit à cette personne-là que le 2 là, c'est ce qui va multiplier x et 3, c'est ce que tu vas ajouter en bas. Il est capable d'avoir les mêmes résultats que moi en fait. Il a déjà les éléments de ma fonction. C'est pareil. Donc, le 2 là, c'est le poids. Et le plus 3 là, par exemple, c'est le biais. Dans la fonction d'activation, bon, si vous représentez de façon un peu plus colorée, on a le input layer, le hidden layer et le output layer. Donc, dans un réseau de neurones, on a en français, layer, c'est la couche. Donc, on a la couche d'entrée, c'est-à-dire les neurones qui sont directement connectés avec les inputs. Ensuite, on a les couches qui sont internes. Puis, on a la couche de sortie, c'est-à-dire que c'est la couche qui va nous prédire le résultat final. Donc, à chaque itération, on va envoyer toutes nos données dans les neurones de la couche d'entrée. Ces neurones-là vont calculer des choses et les résultats de leur calcul, ils vont faire des prédictions. Les résultats de leurs prédictions, ils vont les envoyer aux neurones de la couche suivante. Donc, tu vois, pour ce neurone-ci, par exemple, il envoie ses résultats à tous les neurones de la couche qui suivent, donc tous les neurones de la couche 2. Il envoie là, là, là et là. Pareil pour celui-ci, son résultat, il envoie là, là, là et là et là. Donc, pour un neurone d'une couche, il prend toutes les réponses qui ont été envoyées par les neurones précédents. Ça va constituer ses nouveaux inputs. Et il va faire des calculs. Il aura un output. Et ce output-là, il va également les envoyer à tous les neurones de la couche qui va suivre. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on va arriver au dernier neurone que lui va juste recevoir les prédictions de tous les neurones précédents.
Et à partir de ces prédictions, il va les prendre comme ses inputs également, comme ses données d'entrée, et faire la prédiction finale. Et c'est la prédiction finale, en fait, qui sera envoyée à l'utilisateur. Donc, tout ce calcul-là, maintenant, supposons qu'il y a des modèles qui sont très grands. Maintenant, quand on vous dit que ce modèle, par exemple, il a 100 millions de paramètres, ou bien 100 millions de poids. Comme ChatGPT, ChatGPT sont les millions de poids. Ce sont des neurones, des réseaux de neurones qui sont tellement profonds, c'est-à-dire qui ont tellement de couches à l'intérieur, des hidden layers. Et chaque hidden layer peut avoir, par exemple, là, c'est peut-être 4 neurones par layer. Mais chaque layer, par exemple, dans ChatGPT, peut avoir, je ne sais pas, 100 neurones ou bien 1 million de neurones, en fait. Vous vous rendez compte que ce sont des milliers de calculs, ce sont des multiplications. Le nombre de travail qui est ici, là, par exemple, juste pour ce neurone-ci et ceci, tu vois qu'on a un calcul multiplié par 1, 2, 3, 4. Maintenant, pour le résultat de celui-ci, on va encore prendre les 4 là, on va encore multiplier par 4 et ainsi de suite. Donc, le nombre d'opérations ici est déjà tellement énorme, mais le gros modèle a encore plus besoin de calcul. C'est l'exemple pour laquelle entraîner un réseau de neurones est très, très, très coûteux. Vous allez voir ChatGPT, il y a la version gratuite et la version payante. On dit qu'à chaque fois que tu fais une requête dans ChatGPT, ça coûte 10 cents. Donc 0,010 cents. C'est très coûteux. C'est-à-dire, chaque fois que tu fais une requête à ChatGPT, Microsoft perd de l'argent. C'est la raison pour laquelle il y a la version payante et la version gratuite. Et même jusqu'à là, OpenAI qui détient ChatGPT continue toujours à perdre de l'argent. Et vous voyez, OpenAI à eux seuls ne pouvaient pas faire ChatGPT. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin des serveurs de Microsoft. Parce que c'est très énergivore. Et encore une fois, comme tout à l'heure, les calculs pour faire ces outils utilisés pour faire ces calculs-là, ce sont les cartes graphiques de nos ordinateurs. Pour ceux qui sont un peu des gamers, les cartes graphiques, on les connaît tous. On a NVIDIA, qui est peut-être l'entreprise la plus connue pour les cartes graphiques. Et les cartes graphiques sont les éléments de nos coordinateurs qui sont dédiés au calcul graphique. C'est-à-dire calcul pour pouvoir faire l'affichage des images, l'affichage des vidéos, l'affichage des éléments 3D. Ce que plus tard, dans le temps, dans l'historique, lorsqu'on a créé le modèle, on s'est rendu compte que les cartes graphiques étaient plus performantes que les processeurs pour pouvoir calculer les modèles. Pourquoi? Parce que les cartes graphiques peuvent faire beaucoup d'opérations en parallèle. Vous vous rendez compte qu'ici, là, le nombre d'opérations qu'on a, vous prenez chaque neurone, vous multipliez par 4, ça part vraiment. C'est peut-être 4 exposant 4 qu'on a l'opération ici, je ne sais pas trop. Mais chaque ligne que vous voyez là, c'est une opération. Vous imaginez le nombre, comment ça part en fait. Donc il fallait un outil qui peut permettre de faire beaucoup de calculs en parallèle et pouvoir rejoindre ces calculs-là à un certain niveau. C'est la raison pour laquelle les cartes graphiques sont tellement devenues chères en fait, surtout après Corona, après l'explosion de ChatGPT. Bon, là, c'est une question, je pense qu'on peut continuer. Donc, sans fonction d'activation, cela devient un modèle linéaire. Dans la fonction d'activation, c'est ceci. Donc, pour un élément qu'on a, un neurone ici, voici sa représentation ici. D'un neurone A, les éléments d'entrée, ce sont ces éléments-ci. Par exemple, pour ce neurone-ci, voici ces éléments d'entrée. Là, par exemple, chaque là, ce sont des chiffres. Par exemple, on a x1, x2, x3. Ensuite, il a ses poids. Donc, le neurone ici, à ce niveau-ci, par exemple, disons qu'à ces points ici, il a les poids. Les poids, c'est un peu comme le 2. Attention, on a une fonction f de x égale à 2x plus 1. 2, c'est le poids. C'est-à-dire, c'est le chiffre qui multiplie x. Et après, on a le bias et on a la fonction d'activation. Je suis en train de lire le message d'Ashley, oui. Techniquement, oui. Mais tu n'as pas vraiment besoin de connaître ça en profondeur, encore une fois. Il y a déjà des bibliothèques qui sont faites pour toi que tu peux utiliser. Et je pense que sur notre chaîne YouTube, on a déjà eu à faire une vidéo sur comment réaliser un bot. C'est assez facile, en fait. Donc là, ce sont les fondamentaux mathématiques. J'essaie de vous montrer. Et encore une fois, c'est juste bien à connaître pour, par exemple, s'expliquer lors d'un entretien d'embauche pour, par exemple, être web student ou alors être travailleur à temps plein dans le domaine du machine learning et pouvoir dire, OK, à ton employé que ouais, je sais comment ça marche, je connais les neurones, je sais comment les neurones fonctionnent, ainsi de suite. Donc, notre fonction d'activation, sans elle, on a un truc linéaire. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de fonction d'activation ici et que ça se, vraiment, les fonctions d'activation sont des fonctions logarithmiques, c'est que tout ce travail-ci, même si c'est énorme, on peut trouver une fonction mathématique linéaire qui est capable de simuler tout ceci et calculer tout le output directement. Parce que tout à l'heure, au début, j'ai dit qu'on peut passer carrément toutes nos matrices à notre modèle. Donc, les fonctions d'activation sont les fonctions qui vont nous permettre de rendre la chose un peu moins linéaire. On n'a pas envie de rester linéaire. Pourquoi? Parce que lorsque tu es trop linéaire, ça entre encore dans le cadre de l'underfitting ou l'overfitting. On va voir plus en détail plus tard, mais ces choses-là sont généralement à éviter. Du coup, on essaie un peu plus de la rendre moins linéaire pour avoir également plus de variations.
Et le but, vraiment, comme je dis, c'est aussi beaucoup le hasard dans le machine learning. Pourquoi? Parce que le modèle va tester différentes valeurs pour W jusqu'à trouver des valeurs qui correspondent au résultat qu'on attend, en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a cette comparaison entre résultat prédit et résultat attendu. Si le résultat prédit n'est pas le même que le résultat attendu, automatiquement, il va falloir que nos neurones changent leur W. Ils vont changer leur W plus ou moins en fonction de certains calculs et ajuster jusqu'à ce qu'on va tomber sur des résultats qui sont à peu près corrects.